prévu de te donner la parole un peu, Vincent? Oui. Ok. Viens à la tribune, du coup. Viens à la tribune. En fait, ouais, viens. Donc on avait souhaité effectivement donner la parole à un syndicaliste de la santé. Donc Vincent, si tu peux te présenter. Donc moi je me présente, je m'appelle Vincent Porteus, je travaille depuis 31 ans au CHRU de Lille comme sage-femme anesthésiste, donc je travaille depuis 25 ans au SAMU de Lille et je suis accessoirement syndicaliste à l'UFMIC, c'est l'Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens dont je suis un des dirigeants nationaux depuis 5 ans maintenant. J'avais souhaité intervenir, enfin on avait parlé un petit peu de ce débat-là, j'avais répondu à la proposition de parler un petit peu pour donner un aspect peut-être moins éclairé, moins sociétal et peut-être plus pratico-pratique et concret, pour vous dire ce qui se vit un petit peu aujourd'hui dans les hôpitaux, mais pas seulement, aussi au niveau des patients. Et puis pour casser ce qu'on constate, c'est une volonté d'opposition des professionnels de santé et des patients, des soignés. On a souvent tendance à considérer, à mettre en avant cette volonté que les professionnels finalement seraient soit des nantis, soit bien payés, soit sur des statuts particuliers, et que ça serait un petit peu au détriment des soignés. En fait, on est tous exactement dans la même galère, déjà parce que on est forcément, quand on est professionnel, on peut être amené à être soigné. J'en ai fait l'expérience très récemment. Et puis parce que il y a des intrications exactes et profonde et intime entre les deux qui font que quand on dégrade la qualité de vie des soignants et ce que vivent les soignants, très directement, et c'était encore montré il y a peu de temps dans une étude qui est parue dans une des références médicales qui s'appelle le Lancet, un journal qui fait référence mondiale, quand on touche à la qualité des soins, à la qualité de vie et la qualité d'exercice professionnel des soignants, ça a un impact direct sur la mortalité, la morbidité subie par les patients. Donc ça, et bien sûr aussi. Alors, je vais rebondir, j'avais prévu quelque chose, je vais essayer de recoller pour que ça soit pas redondant et pas inutile à ce que disait le collègue. Alors déjà, première chose, c'est très amusant de voir effectivement qu'il y a quelque chose qui est en marche, mais pas dans le bon sens, depuis un petit moment. Et effectivement, ils ont raison d'appeler ça leur mouvement politique en marche, parce que c'est tout à fait ça. Mais c'est pas en marche dans la bonne direction. Une chose toute simple, confier quelque chose d'intérêt général à des systèmes, que ça soit le médicament, et je partage l'intégralité de ce qui a été dit, ou que ça soit l'assurance maladie, à quelque chose dont le but essentiel est le profit personnel, on ne comprend pas comment ça peut marcher. On ne peut pas faire coïncider l'intérêt personnel des actionnaires, des propriétaires des firmes, avec l'intérêt général d'une population. Ça ne peut jamais fonctionner. Et partout où on essayait de le faire croire, ça capote. Les soignants sont, par exemple, en sont les victimes. Aujourd'hui, il y a une complémentaire santé. On avait dit c'était miraculeux. Vous avez une retraite qui est de la merde dans le fonctionnariat. C'est pas grave, on va vous créer un truc génial. On se rend compte qu'il y a des défauts de paiement qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui et qu'on les a roulés. Et on les a roulés parce que l'État s'est désengagé, affilé à X, qui a affilé à AXA, qui a affilé à machin. Et aujourd'hui, ça marche plus ce système-là. C'est valable pour tout. À partir du moment où vous mettez le profit en but, forcément l'intérêt général, et je ne vais pas aller plus loin puisque tu as décrit ça mieux que moi, je ne le ferai. Par contre, tu disais qu'il y avait un mouvement qui était donc en marche, je reprends ma petite expression. Oui, alors dans l'hôpital, mais pas seulement dans l'hôpital. Je vais quand même revenir un petit peu dans l'hôpital parce que on est dans une extrême précarité et fragilité quand on a affaire à l'hôpital ou à la clinique. Je dis maintenant même dans la clinique, parce que la précarité, vous allez la comprendre tout de suite quand vous allez être exposé aux dépassements d'honoraires qui vous sont imposés, et parfois à votre corps défendant, et parfois sans même vous donner les chiffres avant. Mais vous êtes dans un état de faiblesse extrême et vous vous retrouvez face à une machine. Cette machine qui était plutôt une belle machine, alors on s'est un petit peu endormi français parce que ça fait des années qu'on nous dit avec... et puis on est un peu chauvin, nous français, il faut quand même s'en rendre compte. Et on adore entendre dire qu'on a le meilleur système de santé au monde et on en est convaincu. Ça n'est officiellement plus vrai aujourd'hui, puisque à nouveau, le Lancet a sorti tout récemment une étude comparative sur les pays de l'OCDE qui démontre quoi ? Qu'on est passé d'une étude en 2000 qui était faite par l'OMS, alors on n'est pas tout à fait superposable, mais on peut quand même, où on était premier, gonflant le torse, à la 15e place. Et ça recoupe
plein de choses, plein d'indicateurs de morbidité, de mortalité qui sont en chute. Ça recoupe plein d'indicateurs et surtout le ressenti de la population, mais aussi des professionnels. Donc on n'est plus les premiers. Alors tout ça, ça nous a fait accepter l'inacceptable, en particulier pour l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a eu? Là, ça a commencé en 2007, le plan hôpital 2007. Bon, c'était gentil. On transférait beaucoup de choses au privé. Les gens aiment bien le libéral. Les médecins sont très attachés au secteur libéral. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais ça a transformé aussi beaucoup de choses qui étaient confiées au public partaient vers le privé. Et là, comme souvent, les gens du privé, en particulier les libéraux, ont applaudi parce qu'ils se disaient c'est très bien, l'hôpital, de toute façon c'est des fonctionnaires, c'est des feignants. Je ne sais pas si à l'époque il y avait encore la dotation globale en 2007. Ah bah non, parce que 2004, ouais, c'est ça. C'est la T2A. Mais on était toujours dans cette logique-là où finalement les gens étaient payés à rien foutre puisqu'ils avaient une enveloppe, et je partage tout à fait ton analyse, ça n'était pas un bon système, et ce qu'on a fait est devenu un petit peu pire. Bon, 2007, admettons. 2010, ça a été la vraie révolution et ça a été le début de la dégringolade. Ça a été la loi HPST, Hôpital Santé Patient Territoire. Elle a, je ne vais pas vous la détailler, elle est non complexe, mais il y a deux choses essentielles qui ont changé. Il y a eu, premièrement, la gouvernance qui a changé. Alors il y avait des choses, effectivement, comme tu le disais, le maire, président du conseil d'administration, c'était peut-être pas terrible parce qu'effectivement, suivant si son maire était puissant ou pas puissant, votre hôpital bénéficiait d'avantages ou n'avait pas d'avantages. Pour autant, ce qu'on a mis aujourd'hui en place est un système qui est un système délétère, qui est un système extrêmement négatif. Pourquoi? Parce qu'il a donné clairement les clés à un personnage unique et tout puissant qui s'appelle le directeur d'hôpital. Directeur d'hôpital qui, jusqu'à un temps récent, avait au moins la garantie d'être statutairement formé de manière adéquate, avec un niveau de qualification correct, et surtout 2 ans d'une haute école qui se passait à Rennes, où on apprenait ce que c'était que l'éthique soignante. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un des chiffres les plus secrets donnés par la Direction générale de l'offre de soins, qui est un peu la DRH du système de santé, c'est le nombre de directeurs fonctionnaires. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des directeurs non fonctionnaires, qui sont des directeurs contractuels, non statut, soumis à des contrats d'objectifs 100% financiers, et dont, grâce à Madame Bachelot, l'origine peut être diverse. C'est-à-dire qu'à partir d'un temps donné, alors j'ai plus le chiffre en tête, de management, le mot va revenir souvent, dans le privé, avec encadrer une équipe, vous pouvez passer de la fonction privée managériale à la direction d'hôpital. Et ça a eu comme conséquence majeure que, par exemple, l'un des premiers directeurs d'hôpitaux en titre, et non pas directeur délégué qui a été nommé, c'est un ancien directeur d'Intermarché. Donc c'est très bien Intermarché, j'ai rien contre, mais quel est le lien? Où est le lien avec l'éthique soignante? Aujourd'hui, donc, il n'y a plus de conseil d'administration. Et ça a été un petit peu une grève qui a été mal comprise, ça a été la grève de la SNCF, quand on a voulu changer la gouvernance et on a voulu passer à des directoires. Qu'est-ce que c'est qu'un directoire? Vous vous retrouvez donc avec un conseil de surveillance qui est ce que tu voudrais faire un petit peu l'aspect citoyen, qui est ce que donne la population. Il y a des comités d'usagers, il y a les élus, etc. Et bien ces gens-là, c'est un conseil de surveillance, c'est-à-dire qu'ils surveillent, mais ils n'administrent plus comme avant. Et vous avez à côté de ça un directoire, et le directoire dirige. Ce directoire, il est composé de qui? Alors il y a des membres de droit, mais il y a surtout, et avant tout, un patron tout-puissant qui est le directeur d'hôpital. Directeurs d'hôpital qui ont subi à ce moment-là une modification de leur statut, qui fait qu'ils ont conservé l'intégralité, c'était ce que Sarko avait annoncé. Il avait annoncé un paiement des fonctionnaires au mérite. En fait, il n'y a pas eu de paiement au mérite. C'est-à-dire que pour les cadres de direction de la fonction publique, on a créé pour ces cadres-là une possibilité de leur graisser la patte quand ils étaient bien sages et bien gentils. Et ça, c'est extrêmement important au niveau de l'hôpital parce que ça a étouffé toutes les résistances, ça a étouffé aussi toutes les scrupules des directeurs administratifs, mais aussi d'une autre catégorie, qui sont les directeurs des soins, qui sont donc généralement pour la plupart issus du corps infirmier et qui assurent toute la gestion du soin et la gestion et très clairement il y a une compétitivité qui s'est mise en place dans ces cadres-là où les cadres ont été maintenant un peu sélectionnés avec cette carotte-là et où on se rend compte que même ces directeurs de soins qui pèsent pas beaucoup dans le directoire mais qui sont présents deviennent de plus en plus soucieux de leur rémunération et un petit peu moins de l'éthique soignante.
Les médecins, vaste problème. Les médecins perdent énormément de leur pouvoir. La loi HPST a changé la donne puisque les médecins avaient un statut très particulier. Ils étaient nommés, théoriquement, comme toutes les professions médicales, vous savez qu'il y en a 3, un dentiste, sage-femme et médecin. Théoriquement, il y a quelque chose qui est intangible, qui était l'indépendance de l'exercice professionnel. Ce qui parfois pose des problèmes avec le public et peut agacer les amis et économistes et ceux qui gèrent la santé, je le comprends tout à fait, c'est que cette indépendance professionnelle peut poser problème. On peut se dire, mais mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il serait... La seule chose qui est censée gérer, et la France Insoumise a demandé, qui a un moyen de gérer l'exercice professionnel, c'est les ordres médicaux. Alors ça, c'est très discutable, on ne va pas rentrer dans le débat, mais c'est extrêmement discutable, il faut le supprimer. Mais pour autant, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que l'exercice qui était indépendant, qui était en gros un médecin ou une profession médicale est indépendante, elle peut aller vers le mieux-disant pour son patient. C'est en train d'être changé par tout un ensemble de discours positifs. Alors il y a eu les recommandations de sociétés savantes qui se sont mêlées maintenant avec l'HAS, la Haute Autorité de Santé, dont est issue notre nouvelle ministre d'ailleurs, Mme Buzyn. Alors je rajouterai juste un truc pour la phrase que tu disais, elle a eu une phrase aussi terrible, elle a dit « mais qui mieux que les laboratoires qui fabriquent les médicaments, lapsus, beau lapsus d'ailleurs, sont en capacité de juger, nous dire si c'est bien ou pas bien ». Alors là, les bras vous en tombent, quoi. En même temps, on n'est pas étonné, son directeur de cabinet, c'est un directeur général d'Humanis, donc une boîte privée, donc on a compris le lot. Et pas mieux pour le conseiller santé. L'ancien, pour Macron, c'était M. Mourad, qui était un cardiologue, qui était avec des conflits d'intérêts majeurs avec Servier. Donc cardiologue Servier, vous avez compris la difficulté. Et on a remplacé par Mme Fontanelle, qui est une dame, qui est une énarque, voilà, qui va faire le taf, quoi, gentiment. Quoi. Bon, j'en étais où? Excusez-moi, parce que j'ai fait comme ça, je suis en train de me perdre. La difficulté, oui, de ces mises sous tutelle de pratiques, on a présenté aux gens comme attention, là aussi, on infantilise tout le monde, hein, ces systèmes-là ont pour but d'infantiliser les gens. Ils déconnent parfois, c'est pas bien ce qu'ils font. Donc il faut des hautes autorités, il faut des sociétés savantes qui vont cadrer les choses. Le problème, c'est qu'on se dirige vers quelque chose de très différent. Quand vous allez rencontrer une difficulté majeure, c'est quand on va privatiser ces systèmes, parce qu'on y va à grands pas, on a bien compris que c'était le but. Qu'est-ce qui va se passer après? Les médecins libéraux qui pensaient avoir gagné la timbale ne la gagneront pas. Ils vont se retrouver obligés, pour que les soins qu'ils délivrent à leurs patients, ils vont se retrouver comme des garagistes, pour faire clair. C'est-à-dire que vous allez prendre une assurance privée, et pour être agréé par cette assurance privée, il va falloir que vous rentiez dans la démarche médicale et thérapeutique qui est celle choisie par la boîte. Et c'est ça la difficulté majeure. Et c'est pour ça que j'entends tout à fait ce que tu dis, mais il faut entendre aussi qu'il faut conserver une indépendance sur les pratiques des professionnels. Parce qu'à un moment, la boîte qui va organiser ces systèmes qu'on vous dit performants, et tu les connais comme moi à l'étranger, ils ne sont pas si performants, ils sont performants pour faire gagner de l'argent, mais pas pour les systèmes de santé. Eh bien, vous allez vous retrouver avec une liberté que tout le monde aura perdue. Les médecins dits libéraux, mais aussi les patients, parce que vous allez avoir en face de vous, vous pensez avoir un praticien libre, il sera plus libre de prescrire ce qu'il veut, sinon ça ne sera pas remboursé. Ça, c'est un fait majeur. Petit aparté aussi, il se passe quelque chose d'extrêmement significatif aujourd'hui sur la métropole lilloise. Là aussi, les médecins libéraux pensaient avoir gagné la timbale. On a transféré énormément au privé. Et vous avez un groupe qui est maintenant aujourd'hui en situation de monopole exclusif sur la métropole de Lille, Roubaix-Tourcoing, qui est le groupe Ramsay, ex-Général de Santé. Général de Santé qui était une boîte privée, alors on dit GDS Ramsay, mais c'est plus du tout GDS, c'est Ramsay. Ramsay, c'est un fonds de pension australien. Il détient aujourd'hui l'intégralité des cliniques privées de l'île Roubaix-Tourcoing. Vous n'avez plus le choix du tout. Soit vous allez dans un groupe à l'hôpital. Alors on a une petite exception qui sont les hôpitaux catholiques, qui sont associatifs, donc privés non lucratifs. Mais sinon, c'est M. Ramsay. Et M. Ramsay, c'est un fonds de pension. Et un fonds de pension, son but, c'est pas le bonheur des gens, c'est que ça fonctionne bien, certes, mais pour dégager des bénéfices qui vont aller payer les retraites des gens qui ont cotisé chez eux. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est grave aussi pour vous, et c'est grave pour les professionnels. Parce qu'avec un moyen de monopole comme ça, qu'est-ce qui risque de se passer au niveau des professionnels? C'est que les libéraux, ils n'ont plus la main. Ils ne possèdent plus, comme avant, les cliniques, comme certaines cliniques que je ne peux pas nommer pour
si c'est diffusé, on ne sait jamais, mais certaines cliniques qui appartenaient aux médecins, aujourd'hui, ça n'appartient plus aux médecins. Et ils n'ont plus la main du tout. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on vous dit que le fonctionnariat, c'est pas bien du tout, mais qu'est-ce qu'on commence à voir dans ce groupe-là? C'est qu'au lieu de recruter des médecins libéraux qui travaillent en partenariat avec eux, on recrute des médecins salariés. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est que on vous dit que le fonctionnariat, c'est pas bien, que le libéral, c'est génial. Et puis en fait, on commence à recruter. Moi, je suis désolé, mais un salarié sous le joug d'un patron, ça me rassure pas, hein. Ça me rassure pas du tout sur son indépendance d'exercice. Donc, voyez où on en est. L'autre chose, je vais écourter, mais il faut que vous entendiez bien. À l'hôpital, 2010 a été très important parce que ça a amené quelque chose qu'on connaissait bien dans le secteur industriel, qui est le lean management. Alors, ils ont pris les soignants pour des abrutis, c'est-à-dire qu'ils nous ont expliqué que c'était génial, le lean management. Ils ont oublié qu'il y avait des syndicalistes généralistes qui connaissaient un petit peu ce que c'était, hein. On avait connu ça à Toyota, lean pour maigre, management par le maigre. Alors, on vous a donné le version joli, poli, l'interaction, la mise en responsabilité. En fait, c'est rien de tout ça. C'est juste faire crever les gens. C'est ce qui a été mis en place à Orange. Avec cette difficulté supplémentaire, c'est qu'effectivement, ça faisait déjà crever les gens dans les hôpitaux, dans les entreprises qui produisaient de la matière inerte. Sauf que tout ce qui est maigre dans leur esprit, c'est ce qui ne rapporte pas d'argent. Ce qui ne rapporte pas d'argent, c'est ce qui n'est pas soumis à T2A, c'est ce qui n'est pas coté. Donc ça veut dire quoi? Que tout ce qui n'est pas coté, on s'en fout et on va le comprimer. Et on va le comprimer fortement. Et vous avez donc aujourd'hui dans les hôpitaux des gens qui sont focalisés sur l'acte technique et qui, alors qu'ils ne produisent pas des pièces automobiles, mais des soins avec des patients qui ne sont pas inertes, n'ont plus le temps d'entrer en interaction, ce qui fait souffrir tout le monde. Quand vous avez des mouvements sociaux, et tu l'as bien dit, il y a souvent le salaire. C'est vrai que le salaire à l'hôpital, c'est une catastrophe à même niveau d'études. C'est réellement une catastrophe. Si vous comparez les salaires, on va pas donner de profession, comparaison n'est pas raison, mais vraiment c'est une catastrophe. Pour autant, c'est pas ce que disent les soignants le premier. C'est effectivement un manque de reconnaissance. Et aujourd'hui, les alertes ne sont même plus sur le manque de reconnaissance, mais sur on fait mal notre travail. Et ça, c'est très, très, très prégnant. Partout, les gens sont en alerte, sont prêts à se mobiliser, non pas tant pour eux, un petit peu pour eux quand même, je ne vous cache pas, mais aussi parce qu'ils se disent, en gros, on fait n'importe quoi et on est maltraitant. L'hôpital est devenu, je le dis clairement, je pèse mes mots, un lieu de maltraitance institutionnelle pour les patients et pour le personnel. Et ça, c'est possible parce qu'il y a toute une série d'exceptions juridiques qui font tourner les hôpitaux, qui font que c'est possible. C'est possible parce que le directeur d'hôpital peut faire ce qu'il veut, parce qu'il a une obligation de service public. Et en fonction de ça, l'inspection du travail ne rentre pas dans les... Il n'y a pas, comme dans une clinique ou comme dans une entreprise, un inspecteur du travail qui peut entrer. L'hôpital n'y rentre pas. Il ne va que dans les instances sur péril grave et imminent. C'est possible parce que, par exemple, le délit d'entrave au CHSCT dans le public n'existe pas. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'en fait, on peut faire n'importe quoi aux gens. Et si vous n'êtes pas content, maintenant c'est très clair, on vire les gens. Parce que la sécurité de l'emploi, déjà, il faudrait être statutaire, mais même en tant que statutaire, c'est terminé. Et là, les fonctionnaires découvrent qu'ils n'ont pas si jamais on les vire, il n'y a pas de rupture conventionnelle, comme dans le privé, mais s'ils sont obligés d'être dégagés, que ce soit pour des raisons économiques, et on commence à le voir dans certains établissements publics, en particulier des hôpitaux mis sous tutelle, ou s'ils dégagent, ils n'ont pas le chômage. Hein. On oublie un petit peu ça. Donc voilà. Ce lean management a été une catastrophe, il fait souffrir les gens, c'est la technique dominante aujourd'hui, elle est mise en place par des cadres gestionnaires, on a écarté à la fois la société civile avec la mise à l'écart par ce groupe de conseils de surveillance qui surveille, et par l'élection de petits potentats. Alors tu parlais des médecins. Les médecins, c'est un vaste problème. On a des gens extraordinaires. Et on a 2, 3, c'est, comment tu disais, les savants experts, ceux dont on avait besoin là, pour faire tourner le système. J'ai pas noté le... Pardon ? Les despotes éclairés. Les despotes éclairés. C'est Bien, un technocrate.
Oui, mais il y en a aussi, il faut ça. Et un despote éclairé, généralement, on les recrute dans les chefs de pôle. Les chefs de pôle, c'est en fait, on a réuni les services dans des pôles et on élit tous les 5 ans quelqu'un. Sauf que, en principe, c'est la commission médicale d'établissement. En fait, c'est le directeur qui a la main. Et il peut renvoyer à n'importe quel moment. Donc évidemment, le chef de pôle, il ne moufte pas face au directeur. Et vous avez comme ça des chefs de pôle qui sont des bons petits soldats. Alors, c'est pas tant la rémunération que le fait qu'on leur paye on leur fout une paix royale et qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils ont le prestige. Mais ça fait partie de ces systèmes-là. Bien rares sont les chefs de pôle aujourd'hui qui ont le courage de s'affronter au directeur et quand il ouvre, il dégage. Donc, il y a une vraie difficulté là-dessus, effectivement. Un mot quand même sur la loi. Pardon ? Un dernier. Un dernier, ça marche. Un petit mot sur la loi santé. La loi santé, c'est une catastrophe aussi. Je vais faire très court. C'est comme dans le pire privé, c'est des fusions-concentrations. Aujourd'hui, pour les habitants d'Armentières, par exemple, vous pensez encore que c'est le directeur d'Armentières qui gère l'hôpital. Ça ne sera plus vrai à terre. Ça sera le directeur de l'hôpital support. C'est l'hôpital, le CHRU de Lille, qui, en tant qu'hôpital support du groupement hospitalier dont est inclus l'hôpital Armentières, qui tirera toutes les ficelles, nommera les personnels, etc., etc. Et ça a des conséquences très lourdes. C'est que rien ne garantit aujourd'hui que les services qui sont encore à l'hôpital d'Armentières vont perdurer, qu'on ne va pas encore créer des espèces de méga services, par exemple la maternité. Bon, elle n'a pas l'air très en danger, je ne vais pas vous affoler pour rien, mais on en a quand même fermé la moitié en 50 ans quand même, des maternités. Et on crée quoi? Des espèces de structures absolument énormes comme Jaume de Flandre, où le boulot est bien fait, hein, mais où en plus, pour rentabiliser, pour faire du maigre, toujours, on a raccourci les temps d'hospitalisation, donc il n'y a plus que des actes techniques concentrés. On a créé des sorties précoces, on fait de l'ambulatoire en se foutant si les gens sont en capacité de rentrer chez lui ou autre, et tout ça crée des difficultés majeures pour les gens. Voilà, bon, j'ai fait plus long que ce que je voulais. Juste un mot sur le programme de la France Insoumise. Pourquoi il faut réagir? Parce que les choses sont tellement en place depuis gauche, droite, etc., qu'il ne faut pas laisser la possibilité de faire croire qu'il y a deux ruptures. Il y a une escroquerie terrible, et tu l'as bien souligné, on voit une montée effarante du Front National chez les soignants. Moi, je dirais à la louche, parce qu'on a étudié ça dans nos structures, je pense qu'il y a à peu près un quart des soignants aujourd'hui qui croient les sornettes de Madame Le Pen. On ne peut pas laisser dire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Que des gens, a priori humanistes, se rallient à ce genre de pensée est profondément choquant. Et pour ça, il faut réunir les professionnels, réconcilier un petit peu les professionnels et les soignants et la population, parce qu'il y a une fracture très nette, très clairement. Les gens ne se rendent pas compte des conditions de travail, n'imaginent pas les contraintes. Et il faut que ça s'entende des deux côtés. Donc, la vraie rupture, il n'y en a qu'une. Hein. C'est le programme que tu as porté, que vous avez rédigé. Il faut y aller. Il faut y aller sans se laisser impressionner par une certaine gauche qui n'a pas totalement compris les enjeux, en particulier environnementaux. Parce qu'effectivement, la prévention, c'est bien, il fallait encore au-delà, je partage tout à fait. En intégrant un petit bémol, je pense qu'il faut absolument intégrer les professionnels, parce qu'il y a des professionnels qui sont très impliqués là-dedans, et on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que c'est non seulement une volonté au niveau national des possédants, on va dire, mais c'est aussi les directives européennes. Et il suffit de voir ce qui se passe avec Madiki de Bloc juste à côté, on est quand même juste à côté du Bizet, et de voir comme les Belges souffrent de ce qui est en train de mise en place, alors qu'ils avaient un système qui était bien dans les hôpitaux, pour dire il faut une rupture vraie, et il n'y en a qu'une. Voilà. Je vous remercie tous les deux. Alors, on peut prendre peut-être une série de questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des volontaires pour poser des questions? Vas-y. Ah, c'est pour le micro. Ouais. Oui, bonjour. Moi, je suis arrivé un peu à la bourre, mais une question, parce que c'est vrai que cette loi de Touraine, je ne sais pas si on n'a pas parlé dans le détail ici. Elle est compliquée, mais je pense que c'est ce qui touche aussi pas mal les personnels de santé, etc. Qu'est-ce que ça fait concrètement dans la région?
Tu as parlé de fusion peut-être, des trucs comme ça, c'est peut-être une des conséquences. Autre chose aussi, c'est vrai que le tableau il est assez sombre dans la santé, mais il y a un autre point, c'est la grève le 7 mars qu'il y a eu dans toute la santé en France, si je ne m'abuse, c'est ça 45 000 sur Paris quand même. Ça c'est un point positif quand même pour dire ils votent pas tous au Front National et ils sont quand même ils sont en lutte quoi. Ils sont en lutte. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils comptent faire à l'avenir, parce qu'ils vont pas canner comme ça, je pense, hein, ils vont continuer, même s'ils attendent un peu la suite en marche. Voilà, c'est tout. Je réponds rapide. Au niveau local, pour la loi Touraine, l'essentiel, ça va être la création de ces GHT, un de ces groupes hospitaliers territoires. Je vous les ai donnés, je ne vais pas revenir dessus. C'est qu'en fait, il y a une espèce de mégapole qui s'est créée, qui n'était pas très utile, puisque déjà, il y avait des... En fait, on essaie de vous expliquer qu'il y avait un gaspillage fou, c'est toujours la même chose, c'est toujours la culpabilisation, que les gens étaient inconséquents, qu'on faisait n'importe quoi. C'est faux. Il y avait déjà des organisations interhospitalières qui fonctionnaient très bien, sur la gestion du linge sale, sur la gestion de la stérilisation, etc. Donc il n'y avait pas besoin de ça. Ce qu'on a eu besoin, c'est faire ce que tu décrivais très bien, c'est-à-dire un management vertical, de plus en plus autoritaire. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de couper totalement le lien entre les professionnels et les gens qui décident. Et comment faire, si ce n'est en faisant une tour d'ivoire. Aujourd'hui, clairement, les directions d'hôpitaux, des hôpitaux périphériques, qui sont rattachés généralement à CHU, l'hôpital support, seront des structures vides de sens. Tout se décidera à une poignée qui va imposer, avec, comme je vous l'ai dit, ces modes de rémunération qui sont calqués sur du résultat financier. Alors, c'est pas dit officiellement, mais il n'y a rien de plus secret. On appelait ça avant la prime fonction du résultat. Le nom a changé, c'est pas important. Mais c'est les critères, c'est la seule prime de la fonction publique où on n'a pas des critères précis d'attribution, bien sûr, c'est des critères financiers. Donc c'est ça que ça va changer. Sur la mobilisation, un petit mot. Oui, on était 45 000, c'est ridicule, 45 000 malheureusement. Pourquoi ? Parce que les gens ne croient plus, parce qu'il y a une gestion qui est extrêmement autoritaire au niveau des établissements publics aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a des sanctions de plus en plus lourdes, systématiquement, qui se rajoutent aux sanctions ordinales, puisqu'on a créé une saloperie insensée qui s'appelle l'ordre des infirmiers, pour les infirmiers, alors qu'il n'y avait pas besoin. Je vous ai expliqué à quoi servait un ordre rapidement. Il n'y avait pas besoin pour les paramédicaux, puisque les paramédicaux on n'a pas un exercice professionnel totalement indépendant. Ça ne servait à rien. C'est un moyen de pression qui a été créé. Et puis, il y a surtout les horaires. Alors, moi, j'ai rigolé quand Fillon nous expliquait que, et vous avez entendu ça aussi, ce qui a tué l'hôpital, c'est les 35 heures. Mais personne ne fait 35 heures à l'hôpital. Personne ne fait les 35 heures. Aujourd'hui, je vous amène, quand vous voulez, dans des services de très haute technicité, comme le bloc d'une grosse maternité que je n'ai pas cité tout à l'heure, ou certains blocs, les gens sont généralement à 48 heures, c'est-à-dire aux limites du droit européen, mais souvent au-delà. Vous avez très régulièrement. Et pourquoi c'est possible ? Parce qu'ils ne craignent rien. Je vous l'ai dit, l'inspection du travail ne peut pas aller. S'il n'y a pas quelqu'un qui a le courage de prendre les feuilles, d'aller saisir lui-même en disant voilà mes horaires, et il y a un tel moyen de pression qui est mis sur le personnel, eh ben, ça ne suit pas. Et même quand c'est mis en route, voyons, c'est le service public. Donc voilà, il y a un vrai problème de mobilisation des soignants. 45 000, c'était vraiment très 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 peu. Ils essayent de se battre, mais c'est difficile. C'est vraiment très difficile quand tu as les rythmes de vie, que voilà, c'est difficile. Et il y a peu de victoires, on s'est au plus obtenu. On décrédibilise. Puis alors, il y a certains syndicats, alors vous allez dire, ça c'est le syndicat qui prêche pour le sien, c'est pas bien. Je donnerai pas de nom, mais il y en a qui rentrent bien dans la démarche. Ils rentrent à fond d'ailleurs. Oui, non, enfin, j'avais juste une remarque. Enfin, c'est vrai que la loi Touraine, elle est à la fois très complexe et limpide dans ses objectifs, parce que je passe tout le volet prévention qui est complètement, comment vous dire, rikiki, quoi. Enfin, je veux dire, au départ, on était sur des ambitions, réduire les inégalités sociales de santé, et puis maintenant, on fait un peu de prévention au rabais. Bon, c'est nul, ça. Enfin, bon. Mais l'objectif de la loi Touraine, c'est l'objectif d'ailleurs de tous les gouvernements européens, c'est de faire maigrir l'hôpital. C'est ça l'objectif. Enfin, je veux dire, et ça c'est avoué, hein, c'est dit comme tel. Alors ils appellent ça, alors ils disent pas faire maigrir l'hôpital, comme je disais, lean management, ils appellent ça le virage ambulatoire.
Alors le virage, en face, il y a le mur en France. Pour une raison simple, c'est que, d'accord, en fait, en gros, ils disent, on fait à l'hôpital trop de choses, et non seulement on y fait trop de choses, mais ça coûte trop cher. Donc en transférant de l'activité de l'hôpital vers, par exemple, les médecins généralistes, eh bien, alors ça s'appelle le virage ambulatoire, eh bien, ça permettra à la fois de faire des soins plus en proximité, alors c'est toujours, vous voyez, l'utilisation des mots, et puis moins cher. Le gros problème, c'est qu'en fait, le gros problème en France, et c'est ça le grand drame des réformes qui vont être appliquées là, c'est qu'on n'est absolument pas organisé dans l'ambulatoire pour transférer de l'activité hospitalière. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est en train d'observer en France le contraire. Alors pourquoi on n'a pas les moyens ? Par exemple, on a perdu 20 000 médecins généralistes. Tout bêtement, à cause du numerus clausus, etc. Bon. Donc, en fait, en gros, ce qu'on observe, c'est le contraire. C'est qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui vont de la ville, parce qu'ils ne trouvent plus de médecins, vers l'hôpital. Donc, vous voyez, la situation est dramatique, parce que l'hôpital absorbe de plus en plus d'activités qui vient de la médecine de ville, et qui est notamment dans les urgences, et en même temps, on renforce. En quelque sorte, on fait une cocotte munie budgétaire, c'est-à-dire qu'on contraint de plus en plus budgétairement, on supprime des emplois, ou on ne crée pas les emplois nécessaires, etc. Donc vous faites une espèce de cocotte minute où la pression ne cesse effectivement d'augmenter. Donc c'est ça l'objectif. Alors effectivement, les GHT, en fait, c'est les GHT. Moi, ça me fait rire parce que moi, je connais très bien les politiques publiques sur le long terme. En fait, c'est depuis des années, depuis des décennies, les pouvoirs publics rêvent de restructurer le parc hospitalier, qu'il y a trop d'hôpitaux, qu'il faut fusionner, qu'il faut regrouper, qu'il faut faire des plateaux techniques, qu'il faut atteindre des seuils critiques d'activité industrielle, ça a été pour les maternités, etc., etc. Donc les GHT, ça n'est jamais que la nouvelle. Mais par contre, la nouvelle présentation pour ces fusions, restructurations, je rappelle que dans les ordonnances de 58, c'était déjà prévu. Hein, donc créant les ordonnances de Bray, créant les CHU, etc. Bon, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, les pouvoirs publics ont composé avec les professionnels, les élus locaux. Là, ils sont décidés à passer en force. Voilà. Et donc, c'est ce que tu as dit. Ils ont mis des systèmes de décision, moi, que j'appelle de nature féodale. C'est-à-dire, c'est ça qui est étonnant dans le néolibéralisme, c'est qu'il renoue avec la féodalité. C'est-à-dire, vous avez le grand Manitou, le chef à plume, et puis il a des vassaux qui tient parce qu'il les protège, parce qu'il les rémunère, et puis ça va en cascade comme ça, et donc ça part du ministre, en fait ça part de Bercy, et ça va jusqu'au chef de pôle. Voilà, c'est une espèce de ligne hiérarchique descendante, effectivement, rémunérée sur objectif, etc. Et donc les GHT maintenant sont obligatoires. Donc ce qui change dans la loi Touraine, c'est pas l'objectif qui est très ancien. Ce qui change, c'est qu'ils sont décidés à en finir. Voilà. Bonsoir à tous. J'ai une question importante parce que moi, en fait, je fais partie d'un protocole médical à Lille. Donc, je suis suivie par un grand professeur pour une pathologie quand même importante. Et justement, ce professeur travaille pour un labo suisse que je ne citerai pas. Et je voulais savoir si, en tant que patiente, j'étais protégée en ayant signé justement et avec ce médecin et avec ce laboratoire. Merci. Pardonne-moi, protégé comment, à quel titre, excuse-moi? Protégé au niveau médical, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un centre de référence pour des pathologies rares et tout le monde ne peut pas y avoir accès. Donc, fort heureusement, j'ai pu bénéficier de soins qui coûtent assez cher en France et tout le monde, malheureusement, ne peut pas prétendre à ces soins. Et ma question, c'était si un jour il y a une fusion, par exemple, entre un groupe de médecins, un regroupement de médecins ou justement un regroupement d'hôpitaux, qu'est-ce que ça change pour nous, patients? Non, je pense que là-dessus, il ne faut pas t'inquiéter, il n'y aura pas de difficulté, la recherche continuera. Mais ça soulève beaucoup de choses, ce que tu dis. Je vais essayer de faire court, c'est toujours difficile pour moi. Mais c'est ce que tu disais, en fait, c'est que ça nécessite une absolue confiance en ton praticien. C'est-à-dire que
tu dois être persuadé qu'il fait bien de la recherche dans ton intérêt, dans l'intérêt général, et pas dans l'intérêt du labo suisse pour lequel il travaille. Et pour ça, ça demande un éclaircissement. Alors là, il y a actuellement une remise en question, on parle de moralisation de la vie publique. On pourrait parler de la moralisation des conflits d'intérêts, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on est extrêmement inquiet parce qu'effectivement, on n'a pas mis la bonne personne. Le casting, il n'est pas bon pour ça. Madame Buzyn, donc la ministre de la Santé, je ne redis pas ce qui a été dit, mais s'est fait par exemple accrocher par Madame Lemorton, qui est la présidente de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale encore, jusqu'à quelque temps, qui est pourtant pas une gauchiste extrême, loin de là, et qui lui a rappelé que pendant tout son exposé, elle avait juste oublié un mot, c'était l'indépendance. Et c'est là où elle a sorti cette phrase célèbre, mais oui, mais qui connaît mieux les médicaments et qui peut mieux nous guider pour les prescrire que ceux qui les fabriquent. Donc c'est ça la difficulté. Donc je pense que pour toi, les GHT vont rien modifier, parce qu'il y aura toujours de la recherche, et que la recherche c'est l'échu, essentiellement, donc ne t'inquiète pas. Par contre, il est urgent de moraliser tout ça. Et de l'éclaircir, et de le rendre plus transparent. On va reprendre encore une ou deux questions et on va clôturer puisque on est quand même, il y a une heure de fin quand même. Donc bonsoir, j'ai écouté avec attention tout ce qu'il disait. Et moi je me posais juste une question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas parler aussi de trouver des moyens pour lutter contre la surmédicalisation contre la surmédicalisation de cette société, parce qu'on vit quand même dans une société qui survalorise le médicament, ce qui fait que le médicament devient par lui-même un objet faisant partie prenante du système ultralibéral et capitaliste. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, est-ce que le but ce serait pas aussi de se dire, est-ce qu'une meilleure alimentation, est-ce qu'un meilleur environnement, ça ne pourrait pas faire baisser du coup des maladies qui sont provoquées d'ailleurs par certains médicaments et tout ça. Et deuxièmement, et je vais conclure là-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour une santé accessible à tous, pour des soins accessibles à tous, il faudrait aussi pouvoir rendre accessible l'ensemble des cabinets, des cabinets de praticiens, que ce soit de kinés, de médecins, ou parce qu'il y a encore énormément de cabinets de praticiens qui ne sont pas accessibles, donc de fait, la santé n'est pas accessible à tous et toutes. Merci. Ouais, merci beaucoup. Je pense que je pensais avoir été assez clair, mais je vais le répéter alors, parce que il est clair que nous, notre priorité, c'est pour ça que ça figure en tête de livret, c'est effectivement de considérer que la santé environnementale, l'amélioration de l'état de santé de la population passe par une action sur l'environnement, au sens large, l'environnement d'ailleurs, pas seulement l'environnement, l'écologie, la transition écologique, c'est l'environnement de vie, les inégalités, etc., le lien social, la cohésion sociale est bonne pour la santé, etc. Et effectivement, en quelque sorte, de prévenir en amont au lieu de médicaliser en aval. Effectivement, on voit bien que le système de santé français fonctionne plutôt à la médicalisation des problèmes. Moi, notamment, je prends un exemple concret, les problèmes, je dirais, de santé mentale. C'est-à-dire, par exemple, que effectivement, quand on a des cabinets de médecins généralistes plutôt libéraux qui sont payés à l'acte et qui sont obligés de faire beaucoup d'actes, etc., la tentation, c'est plutôt de prescrire des médicaments que d'écouter, etc. Donc on voit bien que tout notre système fonctionne en quelque sorte en faveur de la prescription, par exemple, de médicaments, mais pas seulement de médicaments, des activités de soins. Alors, juste pour préciser, parce que j'entends souvent cette phrase, moi je tiens toujours à le rétablir, parce que c'est tellement une idée fausse. C'est-à-dire, il faut faire de la prévention. Alors j'entendais beaucoup de candidats qui disaient ça, parce que comme ça permettra de faire des économies. Alors déjà, je suis toujours frappé par la colonisation de nos esprits, par la logique économique. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, il faut toujours le justifier d'un point de vue budgétaire. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire sans lui mettre le coup en regard. Donc déjà, j'aime pas trop ce réflexe, mais quand même, la prévention n'a jamais permis d'économiser 1 euro. Et je dis toujours sous forme de boutade, selon une loi démographique bien connue, qui est que 100% d'une classe d'âge est mortelle. D'ailleurs, si vous ne mourrez pas de quelque chose, je regrette de vous annoncer que vous allez mourir d'autre chose. Et d'ailleurs, ce qui est grave, c'est que justement, en un sens, la prévention a tellement bien fonctionné qu'on a éliminé les maladies infectieuses, en France, pas toutes, et que ça a fait émerger les maladies chroniques.
et notamment, par exemple, les maladies neurodégénératives, les cancers, qui sont des maladies chroniques, c'est-à-dire que la médecine ne guérit pas, mais dont elle permet de vivre avec. Bon, donc la prévention n'a jamais permis d'économiser 1 euro, c'est une vue de l'esprit. Par contre, la prévention, il faut la faire pour lutter contre ces inégalités scandaleuses, qui sont les inégalités sociales devant la maladie et la mort. En France, on s'est complètement accoutumé à l'idée qu'un ouvrier vive 6 ans de moins et en moins bonne santé qu'un cadre. Et on l'a tellement intégré qu'on le prend en compte dans le calcul des pensions de retraite, au lieu de le combattre. Donc la prévention, il faut le faire pour lutter contre les inégalités devant la maladie et la mort, mais pas pour économiser de l'argent, ça c'est un mythe. Donc faisons de la prévention, mais faisons-le pour des bonnes raisons, quoi. Et oui, il faut renforcer la prévention en France. Comment définir ce qu'on appelle la prévention? Je vais juste rajouter une chose sur la surmédicalisation. Il y a aussi l'aspect des actes médicaux inutiles. On pourrait donner plein d'exemples. Je vais juste donner celui de l'accouchement. C'est un peu mon taf, donc c'est peut-être pour ça. On a en France des chiffres de morbidité, mortalité périnatale qui sont pas très bons au niveau européen. Je ne sais plus la place si tu l'as en tête, mais on est plutôt près de la 10e que de la première place. Et pour autant, on a pour le coup, surmédicalisation. Beaucoup de choses concourent à ça, mais l'une des premières choses, c'est dans le public, la T2A. Plus vous faites d'actes, plus l'hôpital est rentable, plus il a de pognon, donc plus il va partir sur des actes techniques. 2, dans le privé, où on a encore, je vous ai mis la petite limite tout à l'heure, mais des praticiens du bureau, plus ils font d'actes, plus ils ont d'argent. Et c'est double bingo si vous avez du dépassement d'honoraires. Exemple tout simple, la péridurale est absolument indispensable. Pourquoi des hôpitaux universitaires comme les hôpitaux belges tournent à 55% de taux de péridurale et les hôpitaux et les cliniques publiques à 98%? Parce qu'il y a un mode de rémunération et de fonctionnement qui pousse à ça. Et que mettre du personnel pour permettre une prise en charge de la douleur va coûter de l'argent, alors que dans un autre, ça en rapporte. Sur ta difficulté pour l'accessibilité, normalement il y a une loi là-dessus. Et le moyen, alors pour le coup, de saisir quand tu as une difficulté avec un praticien quelconque ou un professionnel de santé, c'est de sortir l'ordre. Mais effectivement, on impose de saisir l'ordre. Mais bon, voilà. Après, on impose beaucoup de choses aux professionnels de santé. On prend en charge beaucoup de choses Oui, tout à fait. Non, mais c'est pas ce que je dis. C'est que il y a une injustice dans la prise en charge. Par exemple, une sage-femme libérale, et on sait qu'elles ont énormément de mal à vivre actuellement parce qu'elles ont des actes qui sont bien rémunérés mais qui sont extrêmement longs et contraignants, va avoir beaucoup plus de mal à rendre son cabinet accessible s'il ne l'est pas que certaines professions bien mieux dotées. Il y a une vraie difficulté là-dessus. Et il y a des professions généralement bien dotées financièrement qu'on aide beaucoup et d'autres qu'on n'aide pas. Oui, c'est ça. Alors, bon, là, je pense qu'on peut clôturer la réunion. T'as juste une question. Non, moi j'ai une dernière question, c'est est-ce que le problème de la santé avec le fonctionnement, on voit du modèle hospitalier de santé, c'est la menace continuellement du problème de la dette et de la légitimité de la dette que nous devons poser aussi, mais que le fonctionnement dont vous parlez par rapport à la santé, surtout dans le secteur hospitalier, c'est-à-dire à la fois un fonctionnement très autoritaire, très vertical, et une division, en fait, des acteurs de la santé de terrain, on a la même chose au niveau des citoyens. C'est-à-dire que, d'un côté, on va avoir, avec la suppression des cotisations, une étatisation de la sécurité sociale, donc une disparition totale là, de l'aspect qui pouvait être paritaire. Et de l'autre côté, on a les mutuelles qui ne sont d'ailleurs plus des mutuelles, puisque les mutuelles travaillent comme des assurances avec une segmentation de clientèle et on fait des contrats au risque que représentent les populations, d'où d'ailleurs les inégalités d'accès à la protection. Et donc, on va avoir d'un côté une sécurité sociale très, très verticale, très autoritaire, et de l'autre côté, on a en fait une population qui peut ou pas accéder aux mutuelles, mais qui, de toute façon, quand elles y accèdent, est complètement segmentée. Donc, on n'a plus la notion de solidarité qui pouvait exister à la naissance de la sécurité sociale. Et c'est vrai que fondamentalement, est-ce que vous ne croyez pas que le gros problème et la stratégie qui est mise en place par tous ces gens-là, c'est la culpabilité, bien sûr,
par rapport à la dette publique, mais c'est aussi une manière de segmenter, de catégoriser les populations et de les épouser les unes aux autres, et de faire disparaître en fait ce qui était à la naissance de la sécurité sociale et de l'État social, c'est la solidarité et l'humanisme de cette solidarité. Oui. Pas mieux.